Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouvel exposé aujourd'hui sur François Rabelais. C'est le deuxième exposé qui va parler de Gargantua. Comme d'habitude, je vous mets tous les moments de la vidéo dans la description et ensuite, vous pourrez simplement vagabonder comme vous voulez. D'accord? Est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que vous êtes prêts à lire, à voir cet exposé, à, à- à regarder cet exposé? Très bien. Donc, nous allons commencer tout de suite. L'éducation. Les premiers cris de Gargantua, venant au monde, éclatent au milieu d'une formidable ripaille de paysans dans la région de Chinon. Soudain, qu'il fût né, ne cria, comme les autres enfants, mi, 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 mais à haute voix s'écriait à boire, à boire, à boire, comme invitant tout le monde à boire, si bien qu'il fût ouï de tout le pays. Le bonhomme grand gousier, buvant et se rigolant avec les autres, entendit le cri horrible que son fils avait fait, entrant en lumière dans ce monde, quand il bramait descendant. À boire, à boire, à boire, dont il dit. Que grand tu as, le gosier. Ce que, voyant, les assistants dirent que vraiment, il devait avoir par le nom Gargantua, puisque telle avait été la première parole de son père à sa naissance, à l'imitation et exemple des anciens Hébreux, et pour l'apaiser, lui donnèrent à boire à tire-larigot, et fut porté sur les fonds, et la baptiser, comme est la coutume des bons chrétiens. Nourri par le lait de 17 913 vaches, le jeune géant se développait admirablement, et le faisant bon voir, car il portait bonne trogne, et avait presque 18 mentons, et ne criait que bien peu. S'il trépignait, s'il pleurait, s'il criait, lui apportant à boire, qu'on l'en remettait sans nature, et soudain demeurait coi et joyeux, car, au seul son des pintes et flacons, il entrait en extase, comme s'il goûtait les joies du paradis. L'auteur nous décrit alors longuement les vêtements de Gargantua, avec force référence à des auteurs anciens. Nous assistons au jeu de l'enfant et à une conversation qui révèle à Grand Gousier, entre guillemets, le haut sens et merveilleux entendement de son fils. Il décide donc de confier l'éducation du jeune prodige à un grand docteur en théologie nommé maître Tubal Holoferne. Rabelais saisit l'occasion de railler les méthodes d'éducation du Moyen Âge auxquelles l'humanisme est en train de porter un coup fatal. Et ça, c'est vraiment très important. Sous ses maîtres théologiens, lettres latines, Gargantua apprend son alphabet par cœur au rebours en 5 ans et 3 mois, puis des livres de vocabulaire et de grammaire entièrement en latin, en 13 ans, 6 mois et 2 semaines, puis un autre ouvrage de grammaire latine avec des commentaires en 18 ans et 11 mois, et le sut si bien qu'au couplot, à l'épreuve, il le rendait par cœur à revers, puis un calendrier populaire en 16 ans et 2 mois, et enfin une série de livres de rhétorique, et quelques autres de semblables farines. On voit les défauts de cette éducation. Longues études ingrates et entièrement livresques, sans rapport avec la vie, ni avec la connaissance du monde. Appel à la mémoire mécanique et non à l'intelligence. Résultat, l'élève en devenait fou, niais, tout rêveur et rassauté. Pris de colère, Grand Gousier décide que son fils fera ses études à Paris, sous la direction du sage Ponocrate, dont le nom signifie laborieux.
Commençons par la première partie qui va s'intéresser à l'éducation. Premier extrait que je vais vous lire. La méthode des précepteurs sophistes. Description de l'extrait. Paresse, mépris de l'hygiène et de l'activité intellectuelle, goinfrerie, dévotion formaliste et mécanique, tel est, selon Rabelais, l'esprit du Moyen-Âge vu à travers ces méthodes d'éducation. Gargantua prend naïvement la défense de ces pratiques néfastes, dont sa nature flegmatique ne sait que trop bien accommoder. Toutefois, il s'agit ici d'une critique rétrospective de l'éducation médiévale, déjà blessée à mort par les humanistes. À l'époque de Rabelais, l'imprimerie, l'influence d'Érasme et de ses disciples avaient balayé des manuels scolastiques, et dans les collèges, on étudiait les anciens. Ponocrate, pour le commencement. Ordonna qu'il fût roi, à sa manière, accoutumé, afin d'entendre par quels moyens, en si longtemps, ces antiques précepteurs l'avoient rendu tant fat, niais et ignorant. Il dispensoit donc son temps en telle façon que, ordinairement, il s'esveilloit entre 8 et 9 heures, faste jour ou non. Ainsi la voix ordonnée ces regents antiques, algant ce que dicte David, vanum est vobis ante lucem surgere. Puis se gambailloit, penadoit et paillardoit parmi le licte quelque temps pour mieux luxesbaudir ses espérits alimaux et se habiloit selon la saison, mais volontiers par toi il une grande et longue robe de rosse fritz, fourrée de renard, après ce peignoir du peigne de Almain, s'estoit des 4 doigts et le pouce, car ses précepteurs disoient que soit autrement pigné, lavé et nettoyé, elle soit perdre temps en ce monde. Puis fiantois, pissois, rendois, sagorge, rotois, pétois, baisloite, crachoite, toussois, sangloutois, essurnois et se mourvoie en archidiacre et déjeunois pour abattre la rousée et m'enlever à air. Belle tripe frite, belle charbonnade, bolx, jambon, belle cabirotade et force soupe de prune. Ponocrate lui remonstroi que tant soudain ne devoit repestre au partir du licte, sans avoir premièrement faite quelque exercice. Gargantua répondit: Quoi? N'ai-je faite suffisant exercice? Je me suis vautré 6 ou 7 tours parmi le licte d'avant que me lever. Ne est-ce assez? Le pape Alexandre ainsi faisoit, par le conseil de son médecin juif, et vesquit jusqu'à la mort en despit des envieux. Mes premiers maîtres me y ont accoutumé, disant que le déjeuner faisoit bonne mémoire, pourtant y bevoient les premiers. Je m'en trouve fort bien, et n'en disent que mieux. Et me disoit mestre Tubal, qui fut premier de sa licence à Paris, que ce n'est tout l'advantage de courir bien tous, mais bien de partir de bonne heure. Aussi n'est-ce la santé totale de notre humanité boire atas, comme canne, mais oui, bien de boire matin, un de versus, lever matin n'est point de bonne heure, boire matin est le meilleur. Après avoir bien à pointe déjeuné, alloit à l'église et lui partoit en dedans un grand peigné, un gros bréviaire, empotolflé, pesant tant en graisse que en fremoir, et parchemin, poille plus poille moins, quintolx 6 livres, là oiois 26 ou 30 messes. Cependant Venoy sont 10 heures d'heure en place, empaltoqué, comme une dupe,
et très bien antidoté. Son haleine, à force sirop vignolate, avec celui marmenoie toutes ses kyrielles, et tant curieusement les espluchois qu'il n'en tomboit un seul grain en terre. À partir de l'église, on lui amenoit sur une traîne à Boeufs un pharads de paternostre de Sainte-Claude, aussi grosse chacune qu'est le moule d'un bonnet, et se promenant par les cloîtres, galeries ou jardins, en disoit plus que 16 ermites. Puis estudioa quelques méchantes demi-heures, les yeux s'assit dessus son livre, mais comme dicte le comique, son âme estoit en la cuisine. Pissant donc plein d'urinal, s'assoit à table, et parce qu'il estoit naturellement phlegmatique, commençoit son repas par quelques douzaines de jambons, de langues de bœuf fumées, de boutargues, d'andouilles, et tels olstres avant-coureurs de vin. Cependant, 4 de ces gens lui jettoient en la bouche, l'un après l'autre, continuellement, moustarde à pleine palairie. Puis bevoit un horrifique trect de vin blanc. Après, mangeoit, selon la saison, viande à son appétit, et lors cessoit de manger quand le ventre lui tiroit. À boire n'avoit point fin ni canon, car il disoit que les mettes et bournes de boire estoient, quand la personne bevant, le liège de ses pantoufles emploie en haute d'un demi-pied. Après le repas, Gargantua joue aux dés et aux cartes. Énumération de 200 jeux. Boit copieusement, dort 2 ou 3 heures, se remet à boire, puis commencer à étudier quelque peu et patenautre en avant. Ainsi, marmottant de la bouche et dodelinant de la tête, aller voir prendre quelques conilles, lapins, au filet. Au retour, se transportait en la cuisine pour savoir quelle roue était en broche. Repas du soir, beuverie, jeux d'hiver, puis dormait sans débrider jusqu'au lendemain, 8 heures. Petits exercices. 1. Relever les traits où se révèle la paresse physique et intellectuelle de cet élève. 2. Dégager les critiques du médecin concernant l'hygiène. 3. Que pensez-vous de la nourriture matinale de Gargantua? 4. Préciser la satire de la dévotion telle que la pratique Gargantua. 5. Relever les éléments gigantesques et énumérer les autres sources du comique dans ce chapitre. La deuxième partie, c'est l'éducation idéale. Description. Voici maintenant l'idéal de Rabelais. Il s'oppose en tout point aux conceptions médiévales. C'est en somme l'idéal antique d'une formation harmonieuse de l'esprit et du corps. Gargantua sera à la fois un humaniste, initié à fond aux sciences les plus diverses, et un gentilhomme rompu au métier des armes. Pour la méthode, on reconnaîtra dans ce passage bien des principes qui ont trouvé leur application dans la pédagogie moderne. Condamnant la vicieuse manière de vivre de Gargantua, Ponocrate fait appel à un médecin pour le rendre en meilleure voie, lequel le purgea canoniquement avec Hellebore d'Anticire et, par ce médicament, lui nettoya toute l'altération et perverse habitude du cerveau. Par ce moyen, aussi Ponocrate lui fit oublier tout ce qu'il avait appris sous ses antiques précepteurs. Après, en tel train d'études le mit, qu'il ne perdait heure quelconque du jour. Ins, tout son temps consommé en lettres et honnête savoir. S'éveillait donc Gargantua à environ 4 heures du matin. Cependant, on le frottait, lui était lu quelques pagines de la divine écriture, hautement et clairement, avec prononciation compétente à la matière, et à ce était commis un jeune page, natif de Baschier, nommé Anagnoste. Selon le propos et argument de cette leçon, souvent fois s'adonnait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, duquel la lecture montrait la majesté et jugement merveilleux. Puis aller est-ce lieu secret faire excrétion des digestions naturelles. Là, son précepteur répétait ce qui avait été lu.
lui exposant les points les plus obscurs et difficiles. Considérant l'état du ciel, si tel était comme l'avait noté au soir précédent, et quel signe entrait le soleil, aussi la lune, pourrissait la journée. Ce fait était habillé, peigné, testonné, accoutré et parfumé, durant lequel temps on lui répétait les leçons du jour d'avant. Lui-même les disait par cœur, et y fondait quelques cas pratiques et concernant l'état humain, par lesquels il tendait aucune fois jusque 2 ou 3 heures, mais ordinairement cessait lorsqu'il était du tout habillé. Puis par 3 bonnes heures lui était faite lecture. Ce fait hissait, or, toujours conférant à des propos de la lecture, et se déportait en braque, ou esprit, et jouait à la balle, à la pomme, à la pile trigone, galantement s'exerçant les corps comme ils avaient les âmes auparavant exercées. Tout leur jeu n'était qu'en liberté, car ils laissaient la partie quand il leur plaisait, et cessaient ordinairement lorsque suaient parmi le corps, ou étaient autrement lasses. A donc été très bien essuyés et frottés, changeaient de chemise, et doucement se promenant, allaient voir si le dîner était prêt. Là, attendant, récitait clairement et éloquentement quelques sentences retenues de la leçon. Cependant, monsieur l'appétit venait, et par bonne opportunité s'asseyait à table. Au commencement du repas était lue quelque histoire plaisante des anciennes prouesses, jusqu'à ce qu'il eût pris de son vin. Lors, si bon semblait, on continuait la lecture ou commençait à déviser joyeusement, ensemble, parlant, pour les premiers mois, de la vertu, propriété, efficace et nature de tout ce que leur était servi à table, du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, poissons, fruits, herbes, racines, et de la prédicelle. Ce que faisant, apprit en peu de temps tous les passages assez compétents en Pline, Athénée, Dioscoride, Julius Pollux, Galienne, Porphyre, Oppian, Polybe, Héliodore, Aristoteles, Élienne et autres. Ce propos tenu faisait souvent, pour plus être assuré, apporter les livres susdits à table. Et si bien et entièrement retint en sa mémoire les choses dites que, pour l'orne était médecin qui en sut à la moitié tant comme il faisait, après devisaient des leçons lues au matin, et parachevant leur repas par quelque confection de cotonia, s'écurait les dents avec un trou de lentisque, se lavait les mains et les yeux de belle eau fraîche, et rendait grâce à Dieu par quelques beaux cantiques faits à la louange de la munificence et bénignité divine. Ce fait, on apportait les cartes, non pour jouer, mais pour y apprendre 1000 petites gentillesses et inventions nouvelles, lesquelles tout hissaient d'arithmétique. En ce moyen entra en affection d'icelle science numérale, et tous les jours, après dîner et souper, y passait tant aussi plaisantement qu'il saoulait S, D ou S cartes. A-t-on su aussi plaisant, pardon, a-t-on su d'icelle et théorique et pratique, si bien que t'installes, anglais, qui en avait amplement écrit, confessa que vraiment, en comparaison de lui, il n'y entendait que le haut allemand. Et non seulement d'icelle, mais des autres sciences mathématiques comme géométrie, astronomie et musique, car, attendant la concoction et digestion de son paste, il faisait 1000 joyeux instruments et figures géométriques, et de même pratiquait les canons astronomiques. Après s'ébauditait à chanter musicalement à 4 et 5 parties, ou sur un thème à plaisir de gorge. Au regard des instruments de musique, il apprit à jouer du luth, de l'épinette, de la harpe, de la flûte allemande et à 9 trous, de la viole et de la sackbut. Exercice 1. Montrer qu'il s'agit de développer tout l'être humain. À quoi reconnaît-on que l'auteur est médecin? 2. Préciser les disciplines étudiées par Gargantua. 3. Exposer la méthode de cet éducateur. Comment évite-t-il les pertes de temps? Comment intéresse-t-il son élève? Montrer qu'il combine l'appel à l'expérience et l'usage des livres. Dans quel cas précis?
C. Comment corrige-t-il l'inconvénient de l'appel abusif à la mémoire? B. Comment assure-t-il les connaissances déjà acquises? 4. Montrer la différence entre les pratiques religieuses définies dans ce passage et celles du chapitre précédent. En quoi cette conception se rattache-t-elle aux idées de la Réforme? Maintenant, nous allons plus détailler Gargantua. Gargantua, c'est un homme dodu, à qui Rabelais va beaucoup transmettre de connaissances. L'après-midi de Gargantua. Description. On retrouvera dans cette page, avec quelques compléments, les principes et les méthodes exposés dans le texte précédent. Mais ici, Rabelais insiste beaucoup plus sur l'art de chevalerie, car il n'oublie pas que son élève sera un jour roi et chef militaire. On notera aussi la place réservée aux leçons de choses et à la connaissance de la vie pratique. On a trop tendance à ne voir dans l'élève de Rabelais qu'une tête bien pleine. Les jours de pluie sont assez nombreux dans l'année pour qu'il puisse ouvrir largement ses yeux sur les diverses formes de l'activité humaine. Nous avons encore beaucoup à apprendre chez Rabelais. 7 heures, ainsi employées, la digestion parachevée, se remettait à son étude principale par 3 heures ou davantage, tant à répéter la lecture matutinale, car pour suivre le livre entrepris, qu'aussi à écrire et bien traire les formes et former les antiques et romaines lettres. Ce fait, hissaient, hors leur hôtel, avec eux un jeune gentilhomme de Touraine nommé l'écuyer gymnaste, lequel lui montrait l'art de chevalerie. Changeant donc de vêtements, montait sur un coursier, sur un roussin, sur un genet, sur un cheval-barbe, cheval léger, et lui donnait sans carrière, le faisait voltiger en l'air, franchir le fossé, sauter le palis, tourner en un cercle, tant à dextre comme à senestre. Là rompait, non la lance, car c'est la plus grande rêverie du monde de dire j'ai rompu 10 lances en tournoi ou en bataille. Un charpentier le ferait bien, mais louable gloire est une lance avoir rompu 10 de ses ennemis. De sa lance donc, acérée, verte et roide, rompait un huy, enfonçait un harnois, acculait une arbre, enclavait un anneau, enlevait une selle d'arme, un haubert, un gantelet. Le tout faisait armé de pieds en cap. Rabelais consacre alors 2 pages à nous énumérer les exercices physiques qui feront de Gargantua un athlète et un homme de guerre accompli. Voltige à cheval, maniement de toutes sortes d'armes, chasse à courre, lutte, course, saut, natation, canotage, escalade d'un arbre et d'une muraille, lancement de divers projectiles, haltères, etc. Gargantua s'adonne à ces exercices variés avec une ardeur et un sens pratique dont la citation suivante pourra donner une idée. Nageait en profond eau, à l'endroit, à l'envers, de côté, de tout le corps, des seuls pieds, une main en l'air, en laquelle, tenant un livre, transpassait toute la rivière de Seine sans y celui mouillé, et tirant par les dents son manteau comme faisait Jules César. Jetait le dard, la barre, la pierre, la javeline, l'épieu, la hallebarde, enfonçait l'arc, bandait essereint les fortes arbalètes de passe, visait de l'arquebuse à l'œil, affûtait le canon, tirait à la butte, au pape-jet, berroquet, du bas en haut, d'amont en aval, devant, de côté, en arrière, comme les Parthes. Le temps ainsi employé, lui frotté, nettoyé et rafraîchi d'habillement, tout doucement retournait, et passant par quelques prés ou autres lieux herbus, visitait les arbres et les plantes, les conférant avec les livres des anciens qui en ont écrit, comme Théophras, Dioscoride, Marinus, Pline, Nicandée, Macée et Galien, et en emportait leurs pleines mains au logis, desquels avait la charge un jeune page nommé Rhizotome. Ensemble des marochons, des pioches, serfouettes, bêches, tranches et autres instruments requis à bien arboriser. Eux arrivaient au logis cependant qu'on apprêtait le souper, répétaient quelques passages de ce qu'avait été lu et s'asseyaient à table.
Notez ici que son dîner était sobre et frugal, car tant seulement se mangeait pour réfréner les abois de l'estomac. Mais le souper était copieux et large, car tant on prenait que lui était de besoin à soi entretenir et en nourrir, ce qui est la vraie diète prescrite par l'art de bonne et sûre médecine, quoiqu'un tas de badauds médecins harcelés en l'officine des Arabes conseillèrent le contraire. Durant et celui repas était continuée la leçon du dîner tant que bon semblait. Le reste était consommé en bons propos, tous les traits et utiles. Après grâce rendue, s'adonner à chanter musicalement, à jouer d'instruments harmonieux, ou de ces petits passe-temps qu'on a fait à escartes, SD et gobelets, et la demeurette faisait grand cher, et s'ébaudissant aucune fois jusqu'à l'heure de dormir, quelquefois allait visiter les compagnies de gens lettrés, ou de gens qui eussent vu pays étranges. En pleine nuit, devant que soit retiré, allaient, au lieu de leur logis, leur plus découvert voir la face du ciel. Le plus découvert voir la face du ciel, il a noté les comètes, si aucune était, les figures, situations, aspects, oppositions et conjonctions des astres. Puis, avec son précepteur, récapitulait brièvement à la mode des pythagoriques tout ce qu'il avait lu, vu, su, fait et entendu au décours de toute la journée. S'y priait Dieu le Créateur, en l'adorant et ratifiant leur foi envers lui, et le glorifiant de sa bonté immense, et lui rendant grâce de tout le temps passé, se recommandaient à sa divine clémence pour tout l'avenir. Ce fait entrait en leur repos. S'il advenait que l'air fût pluvieux et intempéré, tout le temps devant dîner était employé comme de coutume, excepté qu'il faisait allumer un beau et clair feu pour corriger l'intempérie de l'air. Mais après dîner, en lieu des exercitations, il demeurait en la maison, et par manière d'apothérapie, s'ébattait à botteler du foin, à fendre et scier du bois, et à battre les gerbes dans la grange. Puis étudiait en l'art de peinture et sculpture, semblablement, ou allait voir comment on tirait les métaux, ou comment on fondait l'artillerie, ou allait voir les lapidaires, orfèvres et tailleurs de pierreries, ou les alchimistes et monnayeurs, ou les hôteliers, ou les tissoutiers, les veloutiers, les horlogers, mirailliers, imprimeurs, organistes, teinturiers et autres sortes d'ouvriers, et partout donnant le vin, apprenaient et considéraient que l'industrie et invention des métiers. Allaient ouïr les leçons publiques, les actes solennels, les répétitions, les déclamations, les plaidoyers, les plaidoyeurs des gentils avocats, les conscients des prêcheurs évangéliques. D'autres fois, ils allaient dans les salles d'escrime où Gargantua essayait de tout bâton, armes, contre les meilleurs. Ils visitaient les boutiques des drogueurs, herbiers et apothicaires, allaient écouter les boniments des bateleurs et faiseurs de tours. Le repas du soir était plus sobre que d'habitude, puisqu'ils avaient moins fait d'exercice. Une fois par mois, une sortie à la campagne égayait les étudiants qui s'ébattent en liberté. Non sans profit toutefois, car en ce beau pré, il recollait quelques plaisants vers de l'agriculture, de Virgile, de Hésiode, du rustique de Policien, décrivait quelques plaisants épigrammes en latin, puis les mettait par rondeaux et ballades en langue française. La dernière partie va être la lettre de Gargantua à Pantagruel. Publiée dans le Pantagruel 1532, cette admirable lettre est antérieure au texte qui précède, mais animée du même esprit. Elle traduit d'abord avec lyrisme l'enthousiasme des humanistes pour la culture et la sagesse antique. C'est la porte d'un monde nouveau qui vient de s'ouvrir devant les hommes. Au point de vue pédagogique, on y trouve déjà le rêve d'une connaissance universelle et totale. L'accent est mis sur un aspect de l'éducation un peu oublié dans le Gargantua, la formation morale, que Rabelais fait reposer sur la foi religieuse. On remarquera enfin le ton évangélique et d'émouvante ferveur du dernier paragraphe. Le fils de Gargantua, Pantagruel, étudiant à Paris, réalisait de rapides progrès, car il avait l'entendement à double repli.
Il reçoit de son père une lettre l'encourageant à redoubler d'efforts. Il serait, en effet, impardonnable de négliger les moyens nouveaux qui permettent aux étudiants d'enrichir leur culture. Encore que mon feu père, de bonne mémoire, grand gousier, eût à donner toute son étude à ce que je profitasse en toute perfection et savoir politique, et que mon labeur et étude correspondit très bien, voire encore outrepassable son désir, toutefois, comme tu peux bien entendre, le temps n'était tant idoine, ni commode est-ce l'être comme est de présent, et n'avait copie de tels précepteurs comme tu as lu. Le temps était encore ténébreux, et sentant l'infélicité et calamité des Goths, qui avaient mis à destruction toute bonne littérature. Mais, par la bonté divine, la lumière et dignité a été de mon âge rendue est lettre, et y voit tel amendement que de présent à difficulté serais-je reçu en la première classe des petits Grimaud, qui, en mon âge viril, étaient, non à tort, réputés le plus savant du 10 siècles. Maintenant toutes disciplines sont restituées, les langues instaurées, grecque, sans laquelle c'est honte qu'une personne se dise savant, hébraïque, chaldéique, latine. Les impressions tant élégantes et correctes en usance, qui ont été inventées de mon âge par inspiration divine, comme à contre-fil l'artillerie par suggestion diabolique. Tout le monde est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de librairies très amples, et m'est avis que ni au temps de Platon, ni de Cicéron, ni de Papinien n'étaient de telles commodités d'étude qu'on y voit maintenant, et ne se faudra plus dorénavant trouver en place ni en compagnie qui ne sera bien expoli, en l'officine de Minerve. Je vois les brigands, les bourreaux, les aventuriers, les palefreniers de maintenant plus doctes que les docteurs et prêcheurs de mon temps. Que dirais-je? Les femmes et filles ont aspiré à cette louange et manne céleste de bonne doctrine. Tant il y a qu'en l'âge où je suis, j'ai été contraint d'apprendre les lettres grecques, lesquelles je n'avais contemnées comme Caton, mais je n'avais eu loisir de comprendre en mon jeune âge, et volontiers me délecte à lire les moraux de Plutarque, les beaux dialogues de Platon, les monuments de Pausanias et Antiquité d'Athénos, attendant l'heure qu'il plaira à Dieu mon Créateur m'appeler et commander Isis de cette terre. Par quoi, mon fils, je t'admoneste qu'emploie ta jeunesse à bien profiter en études et en vertus. Tu es à Paris, tu es mon précepteur épistémon, dont l'un par vive et vocale instruction, l'autre par louable exemple, te peut endoctriner. J'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement la grecque, comme le veut Quintilien, secondement la latine, et puis l'hébraïque pour les saintes lettres, et la chaldéique et arabique pareillement, et que tu formes ton style, quant à la grecque, à l'imitation de Platon, quant à la latine, à Cicéron, qu'il n'y ait histoire que tu tiennes en mémoire présente à quoi t'aidera la cosmographie de ceux qui en ont écrit. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique. Je t'en donnais quelques goûts quand tu étais encore petit, en l'âge de 5 à 6 ans. Poursuis le reste, et d'astronomie saches-en tous les canons. Laisse-moi l'astrologie divinatrice et l'art de Lulius comme abus et vanité. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes et me les confères avec philosophie. Et quant à la connaissance des faits de nature, je veux que tu t'y adonnes curieusement, qu'il n'y ait mer, rivière ni fontaine, dont tu ne connaisses les poissons, tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et fructices, des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tout Orient et Midi, rien ne te soit inconnu. Puis soigneusement revisite les livres de médecins grecs, arabes et latins, sans contaminer les talmudistes et kabbalistes, et par fréquente anatomie, acquiers-toi parfaite connaissance de notre monde qui est l'homme. Et par quelques heures du jour commence à visiter les saintes lettres, premièrement en grec le Nouveau Testament et Épîtres des Apôtres, puis en hébreu le Vieux Testament. Somme, que je vois un abîme de science, car dorénavant que tu deviens homme et te fais grand, il te faudra ici de cette tranquillité et repos d'études et apprendre la chevalerie et les armes,
pour défendre ma maison et nos amis, secourir en tous leurs affaires contre leurs assauts des malfaisants. Et veux que, de bref, tu essaies combien tu as profité, ce que tu ne pourras mieux faire, que tenant conclusion, en tout savoir, publiquement, envers tous et contre tous, et entends les gens lettrés, qui sont tant à Paris comme ailleurs. Mais parce que selon le sage Salomon, sapience n'entre point en âme malivole, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il te convient il te convient servir, aimer et craindre Dieu, et en lui mettre toutes tes pensées et tout ton espoir, et parfois, formé de charité, être à lui adjoint, en sorte que jamais n'en soit désemparé par péché, et suspect les abus du monde. Ne mets ton cœur à vanité, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable à tous tes prochains, et les aime comme toi-même. Révère tes précepteurs, fuis les compagnies des gens esquels tu ne veux point ressembler, et les grâces que Dieu t'a données, Icelle ne reçoit en vain. Et quand tu connaîtras que aura tout le savoir de par-delà acquis, retourne vers moi afin que je te voie et donne ma bénédiction devant que mourir. Mon fils, la paix et grâce de notre Seigneur soient avec toi. Amen. D'Utopie, ce 10e jour du mois de mars, ton père, Gargantua. C'est la fin de cet exposé. Lors du prochain exposé, je parlerai de la bière qui croucholine. Ça va être assez violent comme dans la chanson de Roland. Et puis après, je vous parlerai des leçons pédagogiques avec Pantagruel et le tiers, quart et 5e livre. J'espère que ça vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime très fort. On se revoit dans une dizaine de jours ou peut-être un peu moins. Et au revoir.